Vous êtes quand même de retour. Oui. Et pour continuer... Pour justement continuer ce que j'étais en train de faire avant que l'appel ne vienne. Oui. Et nous allons faire en sorte que la liberté soit acquise et puis que le changement, le progrès auquel aspirent tous les Togolais nous soit donné. Donc, on peut espérer très bientôt Folie Sativi, pasteur? Pas pasteur, mais je suis plutôt prêtre de Yahvé. Généralement, c'est plus tourné vers la tradition, mais pas que la tradition. Parce que là, moi, je parle de Yahvé, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, celui qui a délivré les peuples d'Israël, d'Égypte, bon, entre griffes Israël, d'Égypte. Et donc, moi, je suis prêtre de Yahvé, donc, mais je ne suis pas pasteur. Ah, donc, vous êtes actuellement au séminaire pour la formation? Pas ça, pas devenir, pas ça. Là, par exemple, je suis prêtre des divinités, des divinités ancestrales africaines. Prêtre vaudou. Justement. Mais moi, puisque les vaudous sont des sulbataires de Yahvé, donc lorsqu'il y a le chef, on ne parle plus des entités mineures, mais on parle plutôt seulement du chef. Donc je suis prêtre de Yahvé, mais je suis également prêtre des autres divinités traditionnelles africaines. Ah, d'accord. Donc maintenant tout est beaucoup plus clair. C'est ça. Alors le mouvement en aucun cas existe-t-il encore? Le mouvement en aucun cas existe et va continuer par exister, même après nous les humains. Seulement il fut quelque temps où après mon retrait, il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus parce que les activités n'étaient plus aussi n'étaient plus aussi sues des populations. Et l'autre chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui, avec certaines positions ou certaines choses, des positions que nous eûmes à prendre, certaines décisions que nous eûmes à prendre, ont dû se retirer. Des membres, bien sûr, ont dû se retirer. D'autres partis se rallient à des partis politiques ou à d'autres organisations. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous en train de rentrer à la maison parce qu'ils ont compris qu'on avait raison de prendre ces décisions-là. Ah bon? Ah oui, mais quand même, bon an, mal an, notre pays, le Togo, se dirige vers une nouvelle constitution qui va basculer le pays dans un autre régime où on n'aura plus d'élection présidentielle ni de limitation de mandat comme ça a été dit. En aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc finalement le mouvement en aucun cas deviendra caduque ou devient caduque. Le mouvement en aucun cas défend des idéaux. Et le mouvement en aucun cas n'est pas foncièrement tourné vers une seule personne ou un groupe de personnes. Donc quand on décide de changer la constitution même une fois, le mouvement en aucun cas va continuer par exister. Seulement, il faut s'interroger sur l'opportunité de ce changement que nos amis ont opéré et continuent toujours d'opérer. Alors, Folie Sativi, nous allons faire un petit tour à l'étranger. On revient sous peu au Togo. Le ministre Robert Doucet, la dernière fois, s'est prononcé sur cette ambition du Togo de rallier l'AES. Mais avant, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays concernés par l'AES étaient donc une grande rencontre hier au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour pouvoir se pencher sur comment il faut conduire le processus de leur sortie définitive de la CEDEAO. Est-ce que ce que ces 3 pays font est au profit ou dans l'intérêt des populations, ou bien c'est un règlement de compte entre les 2 entités? Moi, je pense que c'est juste l'expression des frustrations ressenties de par le passé qui auraient pu être réglées autrement. Mais malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de prise de hauteur, et de la part des chefs d'État actuels de la CEDEAO et de la part des premiers responsables des États de l'AES. C'est regrettable et ce sont les peuples qui en pâtissent. Parce que la CEDEAO faisait en quelque sorte, quoi qu'on puisse reprocher la CEDEAO, elle faisait un peu la fierté des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Si on décide de voyager vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'était un peu plus facile. Mais aujourd'hui, on a l'impression d'être divisé entre nous, Africains, sous prétexte de combattre la France et puis l'impérialisme occidental. Mais moi, je pense qu'on aurait pu prendre de la hauteur. Et ceux qui sont membres de la CEDEAO auraient pu également prêter une oreille beaucoup plus attentive aux revendications
des chefs d'État de ces pays-là. Et les chefs d'État de ces pays également auraient pu faire montre de moins de passion et de plus de réflexion. Donc, mais quand même, à son temps, ces chefs d'État ont dit que c'était des décisions inhumaines prises par la CEDEAO à l'encontre donc des pays concernés au niveau de l'AES, quand il y avait eu des coups d'État. Je suis d'accord que la CEDEAO a eu à faire des choses regrettables. Qu'on peut lui reprocher. Et reprochable d'ailleurs. Mais aller jusqu'à punir des peuples pour ces décisions-là, ou pour les conséquences personnelles subies, moi je pense que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Oui, mais voilà qu'ils estiment que pour pouvoir discuter aujourd'hui, la CEDEAO ne doit plus parler à un seul pays, mais à tout le bloc, autrement dit les 3 pays de la CEDEAO. Moi je pense qu'un jour ou l'autre, les peuples et de la CEDEAO et de l'AES vont finir par se retrouver encore ensemble, soit sous la dénomination de la CEDEAO ou d'une autre entité. Parce que moi, je sais que les peuples africains ont foncièrement envie d'être ensemble, d'être unis et pas d'être divisés. Donc, qu'aujourd'hui, des chefs d'État, Assimi Goïta, Ibrahim Boubacar Keïta ou Tiani et les autres chefs d'État de la CEDEAO. Ibrahim Traoré, voudrais vous dire. Oui, Ibrahim Traoré, et plutôt. Quelle que soit leur position d'aujourd'hui, moi je pense que demain, les choses vont changer. Demain, les choses vont changer. Les choses vont changer. Autrement dit, l'AES sera appelée à disparaître encore au profit de la CEDEAO. Les idéaux défendus par certains chefs d'État de l'AES ne vont pas disparaître. Les idéaux ne vont pas disparaître. Mais je pense qu'il y aura à un moment donné beaucoup de changements au niveau des peuples, aussi bien de la CEDEAO qu'au niveau de l'AES, qui vont finir par se dire, il faut que ça évolue. Il faut qu'on prenne des décisions radicales. Toujours au profit dans l'intérêt supérieur des populations des pays, qu'on soit dans l'AES ou bien dans la CEDEAO. Des populations africaines, j'allais dire, des populations africaines. Parce que l'idéal rêvé par tous, c'est l'Union africaine, c'est d'arriver à une union. Mais avez-vous suivi la dernière fois l'arrivée donc de IB au niveau d'Accra quand il était question de l'investiture de John Dramani Mahama? Bon, je l'ai suivi. Je pense qu'il est célébré pour son courage, sa bravoure. Parce qu'il est en train de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il est en train de dire à la France des vérités que beaucoup ne sont pas capables de dire. Il est en train de dire à des États occidentaux ce que beaucoup ne sont pas capables de dire. Et ça, les peuples aiment. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas du populisme? Bon, je pense qu'on en a également besoin. On a également besoin. Nous fûmes par exemple responsables syndicaux et au temps où nous étions encore dans le syndicalisme étudiant, il y a des choses qu'on arrivait à dire mais que d'autres étudiants ne pouvaient pas dire. Et ça donc, vous valait vraiment? Comment vous portez sur le pinacle? Justement, il y avait des gens qui nous célébraient tels des héros pour ces vérités qu'on arrivait à dire. Je pense que c'est de ça que jouit actuellement M. Traoré. Et bon, pas forcément parce qu'il est assez intelligent, non, parce qu'il est courageux, parce qu'il est brave. Il est brave, il est courageux, il a de l'audace. Ah oui, mais l'AES démarre aujourd'hui, de mercredi 29 janvier, l'utilisation d'un nouveau passeport, 10 ans, passeport AES. Et on abandonne graduellement le passeport de la CEDEAO. Mais vous préconisez, vous prônez toujours que les peuples se comprennent entre eux et puis qu'on reste toujours unis en Afrique. Ah oui, c'est nécessaire. Aujourd'hui, avec le passeport AES, que va-t-il se passer? Moi, je me pose beaucoup de questions. Entre-temps, lorsqu'on veut voyager vers d'autres États, il suffisait de la carte d'identité nationale du pays membre de la CEDEAO, pour pouvoir prendre même un vol vers tous les États de la CEDEAO. Oui, j'en étais témoin la dernière fois. Il y avait eu un confrère dont le passeport était expiré et puis il avait que sa carte d'identité, mais il a pris Aska ici à Lomé pour rallier Cotonou. Tout à fait. Tout à fait, c'est possible. Et aujourd'hui, avec ce passeport-là, moi je pense qu'il va se poser beaucoup de problèmes et c'est sûr et certain que les chefs d'État actuels de la CEDEAO également vont essayer de créer des problèmes
de faire en sorte que cette décision soit regrettée. Moi, je n'aurais pas souhaité quand même qu'on puisse aller jusque-là. Mais comme je l'ai dit, un jour ou l'autre, il faut que les peuples se retrouvent pour décider de leur avenir. Parce que là, ce sont les chefs d'État qui décident à notre place. On ne nous consulte pas au fond. On ne nous demande pas notre avis, on ne nous sollicite pas, on ne nous demande pas si ce qu'on veut faire nous convient ou pas. En principe, la décision même du retrait de ces pays de la CEDEAO, moi je pense que ça devait faire l'objet d'un référendum. En principe, on devrait faire une consultation référendaire pour pouvoir... En principe, c'est une décision suffisamment grave, avec des portées vraiment pas possibles, et qu'il fallait consulter les peuples. Est-ce que les chefs d'État ont consulté les peuples avant de sanctionner les autres peuples de l'AES? Bon, ça, c'est des décisions que les chefs d'État ont eu à prendre et qui ont effectivement impacté sur la vie des populations. Mais sortir de la CEDEAO, c'est une décision suffisamment grave. Mais c'est du tic au tac. Et créer l'AES également, c'est une décision suffisamment grave. Ou bien suffisamment importante. Suffisamment importante et grave également, qu'il faudrait consulter à la base les populations. Aujourd'hui, les chefs d'État qui dirigent l'AES ne sont pas venus par des élections. Ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir par des coups d'État. Alors, ils viennent, ils créent des choses au nom des peuples. Or, ils ne bénéficient pas de la volonté populaire. Ils n'ont pas encore la légalité. On ne sait pas si effectivement tout ce qui sort représente vraiment la moitié, c'est-à-dire les 50% et plus de leur population. C'est-à-dire ceux qui les soutiennent représentent effectivement tel, ou c'est juste quelques personnes qui les soutiennent en réalité. En réalité, des décisions pareilles doivent être soumises au référendum. Et moi, si ça ne dépendait que de moi, on dit, bon, qu'avant que cela ne passe, il faudrait au moins que 75% des populations soient d'accord. C'est suffisamment des décisions graves. Aujourd'hui, les gens se sont en train... Oui, mais à ce niveau-là, est-ce qu'il existerait des insuffisances au niveau des terres de la CEDEAO pour contraindre les pays quand vous devez prendre des décisions qui engagent toute la nation? Alors là, il faudrait quand même nécessairement aller consulter les populations avant de prendre ou d'engager le pays sur ce genre de trajectoire? Je pense qu'il y a des insuffisances, mais qui avec le temps finiront par être corrigées. Vraiment? Vous y croyez? Toute chose est appelée à évoluer. Et malgré ces insuffisances, quand même, le Togo nourrit l'ambition bien d'écarter par le fait de rejoindre l'AES. Moi, je pense que c'est de la pagaille politique. Vous dites? Je pense simplement que c'est de la pagaille politique. On a l'impression que notre diplomatie est devenue une diplomatie attrape-tout, comme le dira quelqu'un. Et ça ne semble vraiment pas du sérieux. Pourquoi veut-on rejoindre l'AES? Les populations togolaises ont-ils demandé à rejoindre l'AES? Est-ce là la première préoccupation des Togolais? Il a précisé que si on demande aujourd'hui aux Togolais à 70%, nous serons d'accord. Pourquoi veut-on parler au nom d'un peuple qu'on déteste, qu'on n'aime pas vraiment et qu'on ne considère pas? Lorsqu'on a voulu changer la constitution dernièrement, est-ce qu'on a consulté le peuple? Est-ce qu'on a pris la peine de demander au peuple s'il était d'accord? Et c'est de cette même manière qu'ils prennent également la décision. Les députés avaient parlé en notre nom. Quel député? Puisqu'on dit dont le mandat a été expiré, et des députés contestés d'ailleurs depuis leur élection. Des députés qui n'ont jamais eu à faire l'unanimité parce que les élections ont été boycottées. Ce sont ces messieurs-là qui ont pris la grave décision de changer la constitution. Et sans que la population ne soit consultée jusqu'à ce jour. Sans qu'on prenne la peine de nous demander si cette décision nous va ou pas. Et ce sont les mêmes personnes qui envisagent encore d'entrer dans l'AES pour aller faire quoi? C'est vrai, l'AES demande aujourd'hui plus de souveraineté, plus de liberté. Et nous partageons également ces demandes-là. Mais est-ce que fondamentalement, nous avons besoin d'aller vers l'AES, d'adhérer à l'AES? Moi, je pense que non. Soit Fort Nassingbe, il est en mission, je retiens d'autres choses, soit il est en mission d'ailleurs, peut-être pour un État. Mission pour un État qui veut également semer du désordre au sein de l'AES, des États de l'AES, ou avoir quelqu'un comme oreille et bouche. Alors, sous forme de taupe dans le groupe? Justement. Alors, c'est possible. Le Togo a toujours eu à jouer des rôles pareils. L'on ne peut pas réfuter cet argument-là. Le Togo a eu à jouer des rôles comme ça dans beaucoup de pays et dans beaucoup d'organisations. Alors, soit ils sont là pour jouer ce rôle-là, soit ils ne savent même pas où ils vont. Parce qu'ils ont envie de continuer par... Mais le professeur Robert Djoussi a étayé son argumentaire par le fait que le pays partage les mêmes visions
que ceux du vision? Burkina et tout ça, le souverainisme, ou bien je ne dirais pas le panafricanisme en fait. Moi, je ne sais pas ce qu'il met dans le panafricanisme, parce que ce que nous avons lu dans Est-ce qu'il vous souvient qu'il a une fois dit au tribunal des Nations Unies, nous sommes fatigués? Il a dit nous sommes fatigués, mais il n'est jamais fatigué de recevoir des aides des États occidentaux. Dernièrement, pour inaugurer un marché, je pense, dans la région des Centrales, il a fallu que ce soit un État occidental qui apporte les moyens financiers. L'Allemagne? Justement. Pour qu'on puisse construire ce marché-là, il a fallu que ce soit un État occidental. L'Allemagne, comme vous le dites, pour qu'on puisse le faire. Mais vous êtes fatigué de quoi alors? Puisque vous n'êtes pas fatigué de recevoir de l'argent de ces personnes-là. Vous n'êtes pas fatigué. Mais nous sommes dans un monde globalisé où les relations bilatérales entre deux pays, ça existera toujours. Si vous êtes fatigué, si vous êtes fatigué de moi, vous êtes fatigué de mes méthodes, vous êtes fatigué de tout ça, alors ne me demandez plus de l'aide, en principe. Essayez d'être vous-même autosuffisant. C'est sous cet angle que vous voyez, vous concevez la chose? C'est sous cet angle en tout cas. Moi je pense que la diplomatie togolaise souffrait de beaucoup de choses. Alors, Folie Sativi, les sénatoriales s'annoncent à grands pas de sénateurs ou bien pas de sénateurs. Une première au Togo pour installer cette institution prévue par la Constitution. Alors, quel est votre... comment accueillez-vous cela? Moi, je pense que les sénatoriales sont organisées dans la logique de la Constitution qu'ils entendent appliquer, qu'ils appellent 5e République. Et donc, moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans cette Constitution-là. Et donc, que ceux qui veulent faire les sénatoriales le fassent et que nous autres qui ne sommes pas d'accord avec la Constitution, qu'on continue de les dénoncer. Vous ne vous retrouvez pas dans cette Constitution? Je ne me retrouve pas dans cette Constitution-là. Et parce que tout ce qui a été fait, moi, je pense que je vais le redire encore, en tout cas, encore une fois, c'est de la pagaille. Tout ce qui a été mis dans cette Constitution-là, c'est de la pagaille. Non, mais le contenu ou bien je parle la de procédure. La procédure et le contenu, c'est de la pagaille. Le Togo a-t-il besoin actuellement d'un Sénat? Non, les Togolais ont besoin d'emplois, ont besoin de routes, de marchés, ont besoin de salaires conséquents. Ils n'ont pas besoin de Sénat. Mais le Sénat a été également prévu dans la Constitution de 92, où il était mentionné en aucun cas. Donc vous réclamez. Dans la Constitution de 92, oui, il y a le Sénat qui a été prévu. Mais si vous suivez très bien les débats qui ont lieu depuis, beaucoup de gens se sont dit non, on n'a pas besoin de Sénat. Les acteurs politiques ont toujours dit depuis au temps de la Constitution de 92, nous n'avons pas besoin de Sénat. Alors ce n'est pas aujourd'hui avec cette Constitution frélatée là qu'on va dire qu'on va accepter un Sénat dans ce pays-là. Du moins, s'ils veulent se regrouper entre eux pour trinquer ensemble, il n'y a pas de souci qu'ils aillent se regrouper en tout cas. Mais de toute façon, nous allons continuer par faire ce qu'il faut pour que la liberté soit acquise au Togo. Donc, qu'on revienne encore à la Constitution de 92. En tout cas, qu'on essaie de faire la volonté du peuple. Alors, les grands partis de l'opposition boudent de ce scrutin. Et bonne stratégie politique ou peut-être erreur stratégique? Moi, je pense que chacun est dans sa logique. Celui qui n'était pas d'accord avec la Constitution de 80, avec les modifications opérées, est dans son droit, de ne pas vouloir participer aux élections sénatoriales. Et donc, ceux qui s'étaient retrouvés dans cette logique-là, c'est normal qu'ils se retrouvent à faire chemin avec ceux qui veulent organiser les sénatoriales. Oui, mais d'aucuns brandissent quand même le fait que de par le passé, on a boudé ou boycotté des élections, ça a payé cash. Est-ce qu'on n'est pas en train de courir le même risque? C'est quoi l'apport des sénatoriales au Togolais? Moi, je veux bien comprendre. Non, ça va fondamentalement changer quoi dans la vie des Togolais? Est-ce que ça va nous apporter plus d'emplois? Est-ce que ça va changer l'état de nos hôpitaux, l'état des écoles? Est-ce que ça va changer l'état de nos conditions matérielles? Non, je ne pense pas. Au contraire, les acteurs politiques, ce sera encore du gaspillage. C'est de la gabegie, en fait. C'est de la gabegie. Ce n'est rien d'autre que de la gabegie, du gaspillage des fonds publics. Et on veut juste récompenser certains amis, certains copains. Moi, je pense qu'il faut sortir de ça. Un État sérieux, avec un gestionnaire sérieux à la tête de l'État, ne peut pas se permettre tout ça. Regardez, dernièrement, ils ont mis en garantie beaucoup d'immeubles, c'est-à-dire les sièges par exemple de la CENI, de certains ministères, de l'UTB, et contre 150 milliards de francs CFA. Parce que le Togo n'a pas 150 milliards de francs CFA, et pour prêter de l'argent, ils ont dû mettre en garantie certains immeubles. Alors, vous n'avez pas de l'argent, et vous passez au prêt pour 150 milliards. Mais c'est vous qui voulez encore créer d'autres dépenses. Moi, je ne comprends pas. Je
Je ne comprends pas. Chaque Donc, mois, le Sénat, mois, qui est une institution prévue par la Constitution, vous pensez que alors ça sera du gaspillage ou de la gabegie financière? c'est de la gabegie. C'est du gaspillage. On n'en a pas besoin. Avec tout ce qu'on a comme problème dans ce pays, moi je pense qu'il faut plutôt aller vers une meilleure gestion. Il y a même des choses à supprimer dans ce pays-là. Si nous étions à leur place, par exemple, on va supprimer certains postes. On va supprimer carrément certaines institutions ou quand même... Par exemple? Si vous prenez par exemple le A+CHIA, ça sert à quoi? Cette institution devrait être supprimée. Oui, ça sert à lutter contre la corruption. Quelle corruption? Qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? Qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? Qu'avez-vous vu de concret? Les mêmes qu'ils sont... la corruption contre laquelle ils veulent lutter, cette corruption est opérée par qui? Qui corrompt? Qui sont les corrupteurs? Et qui sont les corrompus? Si ce n'est ceux qui les ont nommés. Alors, ils vont faire arrêter ceux qui les ont nommés. Faure Gnassingbé a dit qu'une minorité s'est accaparée des richesses. Alors, c'est qu'une minorité a pris en otage sur le pays, de façon indue. Alors, le A+CHIA va aller faire arrêter cette minorité-là? Non, moi, je ne pense pas. Bon, vous ne voyez pas le caractère fort donc de cette institution pour traquer ceux-là qui seront les corrupteurs et les corrompus? Nous apprécions le A+CHIA par rapport au travail qu'il a eu à faire. Ça fait des années qu'ils sont là. Ça fait des années qu'ils sont là. Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'ils ont concrètement fait? Qu'est-ce que la A+CHIA aurait pu faire? Et en ce moment-là, cela vous aurait contenté? Mais il y a quand même le rapport de la Cour des comptes qui a clairement dit qu'il y a des insuffisances à tel niveau, tel. Chaque année, la fonds Covid. Des fonds Covid, machin. Il y a beaucoup d'insuffisances qui ont été relevées par la Cour des comptes. Alors, est-ce que le A+CHIA y a travaillé? Est-ce qu'on a fait entendre des gens? Est-ce que des gens sont actuellement en prison pour cela? Non, personne n'est inquiété. La dernière fois, un syndicat, en tout cas le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, a dénoncé également le détournement présumé, puisqu'il faudrait quand même que des enquêtes prouvent cela, qu'un individu aurait gardé par devers lui ou bien près de 100 millions de francs CFA, si je dois le dire, qu'il aurait détourné. Je n'ai pas les preuves de ce détournement-là. Je n'ai pas les preuves, mais s'ils l'affirment, c'est sûrement parce qu'ils ont des informations et c'est parce qu'ils ont des documents qui prouvent ce qu'ils sont en train de dire. En principe, avec ces dénonciations-là, le A+CHIA devait se saisir de ce dossier, faire appel aux responsables syndicaux pour mieux comprendre la situation et également interpeller le concerné pour l'écouter et pour faire la vérification qu'il faut. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Et d'ailleurs, pour commencer la lutte contre la corruption, je pense qu'il faut commencer par les déclarations des biens, la déclaration des biens des premiers responsables. Ça a commencé quand même auprès de Madame le médiateur de la République, je crois. Vous avez obtenu la déclaration des biens de M. Faure Gnassingbé? Non, c'est-à-dire, est-ce que vous l'avez en main aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'immeubles M. Faure Gnassingbé a en son nom dans ce pays? Combien de voitures il a? Combien de bêtes il a à sa disposition? Oui, mais peut-être la déclaration aurait été faite à l'insu de la population. Ailleurs, les déclarations sont publiques. Tout le monde sait un peu ce que le chef de l'État avait avant sa venue au pouvoir, ou ce qu'il a à l'instant T. Dernièrement, nous avons vu avec le président Bassirou Diomaye Faye. Oui, du Sénégal. Nous avons vu combien il avait sur son compte en banque. Nous avons vu combien de médecins il avait. Alors, ici au pays, tout est fait en cachette. On nous dit qu'on fait de la déclaration publique des biens, mais tout est fait en cachette. Et pour quel résultat à la fin? Donc même les 9 préfets qui ont été nommés la dernière fois, ils auraient pu faire aussi leur déclaration de manière publique pour qu'on sache ce qu'ils avaient avant d'atterrir à la tête des préfectures. Et à leur départ, refaire également une autre déclaration pour qu'on voit fondamentalement si le salaire était vraiment suffisant ou pouvait vraiment les amener à obtenir ce qu'ils ont eu à la fin. Malheureusement, on ne va pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Oui, mais en faisant la déclaration, c'est rien que de la transparence dans la gestion ou bien ça contribuerait à quoi concrètement? Je pense que ça participe fondamentalement à la transparence. Et puis l'autre chose est à rassurer les populations. Rassurer les populations qu'on gouverne pour vous et non pour nous. On est venu pour vous servir et non pour se servir.
pour ne pas du tout se remplir les poches. Alors, vous avez suivi dans le journal de ce matin l'exclusion de 7 membres de l'ANC pour faute grave, autrement dit désobéissance aux consignes directives et aux injonctions du parti, à la ligne du parti. On va marquer la pause. Folicia TV, on revient dans quelques minutes pour votre commentaire. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin... 7 de ses membres influents, Monsieur Robert Olympio qui est chargé à l'organisation, Monsieur Jean-Jacques Tergo qui s'occupait des questions de décentralisation aujourd'hui, représentant du parti à la CENI, et bien d'autres conseillers régionaux élus, tout ça, qui, selon le parti, n'ont pas respecté les consignes données, ni les directives, autrement dit la ligne politique du parti. Votre commentaire? Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez regrettable. C'est quelque chose d'assez regrettable. Moi-même, j'ai lu cette information. Ça m'a fait un peu mal. Et ça m'a fait mal qu'on en arrive là. Malheureusement, ce qui devait arriver est déjà arrivé. Et je ne peux que souhaiter beaucoup de courage aux membres exclus et beaucoup de courage également aux responsables actuels de l'ANC. Et parce qu'on veut actuellement l'union, pas la division. Pas la division. Je comprends que l'ANC, que les premiers responsables de l'ANC, les membres du bureau national de l'ANC soient frustrés par rapport au fait que certains de leurs camarades aient choisi intentionnellement de ne pas respecter les consignes données par le parti. Mais je pense qu'on aurait pu quand même décider d'une suspension provisoire. En attendant. Avec l'intention de qu'ils reviennent en de meilleurs sentiments ou bien reviennent à la maison. Qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. C'est possible. C'est ce que moi je l'ai souhaité. Comment appréhendez-vous le fait qu'aujourd'hui, sinon ce n'est pas à l'ANC seul, même au niveau des FDR, il y a des militants élus, comme le parti a choisi de ne pas siéger, mais eux aussi ils siègent. Comment on peut expliquer cet état de choses? Que des militants convaincus de première heure d'ailleurs du parti aujourd'hui, finalement ne respectent plus les consignes données. Mais il faut dire que beaucoup sont fatigués. Beaucoup sont fatigués du cheminement fait et du fait que la lutte est en train de durer, la lutte pour le changement est en train de durer. Et l'autre chose également, c'est que les militants n'ont souvent pas le même degré de compréhension des événements que les premiers responsables. Ça nous arrive même à notre sein. Je le disais au début de l'émission, qu'il y a des militants qui n'ont pas compris certaines décisions que nous eûmes à prendre et qui se sont éloignés de nous à un moment donné. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des militants très convaincus de ce qu'ils sont en train de faire, on dirait. Pas vraiment qu'ils n'étaient pas des militants convaincus, mais c'est des gens qui voulaient vraiment le changement, mais qui pensaient qu'on pouvait obtenir le changement par d'autres voies. Mais ces voies-là, nous autres avons compris qu'elles ne nous amèneront nulle part. Mais je pense que c'est avec un peu... C'est le temps leur permet de comprendre qu'en réalité, nous avons vu plutôt ce qu'ils n'ont pu voir à l'instant où nous le leur expliquons. Donc, aujourd'hui... ça ne vous surprend pas? Aujourd'hui, est-ce que M. Robert Olympio, est-ce qu'il est corrompu? Est-ce qu'il est traître? Moi, je dis non. Avec le parcours de ce monsieur au sein de l'ANC, moi, je pense simplement qu'il est soit fatigué. Et puis, ou carrément il a estimé au niveau, chez nos confrères de République of Togo, comme que nous avons décidé à un moment donné de ne plus jamais bouder ou boycotter les élections. Et donc, pour lui, c'est inadmissible que le parti puisse dire non, on ne va pas aller à ces élections. Bon. Là, je le paraphrase. Moi, je ne suis pas contre le boycott. Je ne suis pas pour plutôt le boycott des élections, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'aligne sur les idéaux que défendent la directive donnée par le parti dans son ensemble. On va accueillir quelques auditeurs également qui sont branchés et qui veulent vous poser des questions sur le 92 02 80 63 99 70 70 90. Vous avez envie de participer donc à cette émission et poser une question à notre invité. Le premier auditeur est en ligne déjà. Allô? Allô, bonjour Joachim. Oui, monsieur Gado, bonjour. Bonjour à notre invité. Oui. Bonjour. Bon, je voudrais lui demander s'il a fait des sondages dans l'AOS pour savoir si la population de l'AOS n'est pas l'AOS.
quand les gaz et autres sont moins chers, moi, tu peux dans la CEDEAO. Mais s'il aime la CEDEAO, il n'a qu'à faire venir Bazoum. Bon, secondo, il dit à nous qu'un cas sont partis là. Aujourd'hui, il y a quel cas encore? Merci, bonne journée. Bien noté, monsieur Gado. Nous accueillons derrière lui monsieur Pelé. Bonjour, Pelé. Bonjour. Oui. Monsieur Poli, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Félicitations. Merci beaucoup. Il y a deux préoccupations. Première préoccupation, tout à l'heure, vous avez parlé de que les gens de l'AOS ont fait coup d'État. Ceux qui ont créé la CEDEAO aussi ont fait coup d'État. Il y a des gens qui ont fait coup d'État. Obasanjo, tout ça là, ils ont fait coup d'État. Obasanjo n'était pas initiateur de la CEDEAO. Ah oui. Yakubu Gowon. Yakubu Gowon plutôt. Tout ça là, ils ont fait le coup d'État pour arrêter. Maintenant, ce qui est préoccupant ici, on veut comparer deux choses. On ne compare pas une seule chose. Donc c'est ça qui est nécessaire. Nous voulons voir ce que l'AOS va faire aussi comparativement à ce que la CEDEAO a fait, surtout pour le Togo. Maintenant, deuxième préoccupation à ce qui concerne les partis politiques, les partis politiques, je pense que dans un parti politique, il y a une ligne, la ligne du parti. Mais ce qui est ici, aller à une élection et élu et de ne pas aller siéger, c'est très, très, très délicat. Parce que une élection, c'est un processus. Ce n'est pas le jour de vote qu'on va constater qu'on nous applaudit et qu'il ne faut pas aller. Donc, pour ce point-là aussi, il faut que les partis politiques soient. Bien noté, monsieur Pelé. Alors, Évangéliste Senghor, bonjour. Bonjour. Oui. Ok. Monsieur Fouli vient de dire tout à l'heure que ceux dont on a radiés, ils sont fatigués. Bon, monsieur Fouli. Peut-être. Il a dit peut-être. Bah, ok. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, ils sont fatigués parce que, bon, chacun veut aller manger un peu. Chacun veut aller quand même défendre son ventre. Hein? Deuxième volet. Mais, monsieur Fouli, aujourd'hui, là, l'avenir du pays dépend de l'opposition entre les mains du peuple, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord. Bien noté. Derrière lui, c'est monsieur Augustin. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour, le Santos. Oui. J'aimerais poser la première question, à savoir, est-ce que M. Kassili, là où il est là, il va réellement est-ce que ce peut changer un jour pour que nous puissions vivre en paix? Est-ce que le Togo peut changer un jour? Un jour. Parce qu'on est fatigué. Très fatigué. Moi seul, je suis très fatigué. Merci beaucoup. D'accord, bien noté, monsieur Augustin. Et derrière Augustin, 92 02 83 99 70 70 90 pour prendre part à l'émission. Auditeur en ligne avec nous, bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour Papa Sibiti. Bonjour mon directeur. Oui. Bonjour président Katibi. Oui, bonjour monsieur Sibiti. Bon, vous êtes le protagoniste de la politique togolaise à partir du 5 octobre. Mais aujourd'hui, à vous entendre, excusez-moi si je ne vous ai pas bien suivi. Vous êtes devenu pasteur ou bien prêtre, mais qu'est-ce que vous laissez? Ceux qui sont avec vous, où est-ce que vous les laissez? Vous voyez-vous pas que quand le peuple, c'est le peuple togolais avant la politique, l'opposition, c'est ceci, c'est cela. Si vous avez écouté le premier ministre de Nkojo tout dernièrement, il appelle le monsieur Yinebi, il passe à pour les 24, le 25 janvier, les passés. Voyez que depuis 1990, qu'est-ce que le Togo, les gens ont gagné pour leur de vivre le panier de l'aménageur, de vivre l'aménageur des conditions. Qu'est-ce que le peuple a gagné? D'accord. Bien noté, Papa Sibiti, pour votre participation. Nous accueillons M. Agbovon. Bonjour. Bonjour, M. Joachim. Oui. Bonjour, M. Sativi. Oui, bonjour. Ok. Courage, courage. Moi, ma question est que, bon,
que vous avez créé votre mouvement, comment est-ce que vous voyez l'horizon? Est-ce que l'horizon nous promet? D'accord. Comment est-ce que vous voyez l'horizon? Merci. C'est ça. Bien noté. Oui, Folie Sativi, monsieur Sativi, vous avez eu à écouter les uns les autres, mais on va y aller pas à pas. Depuis que votre mouvement est créé, comment voyez-vous, entrevoyez-vous l'horizon? Est-ce que l'horizon est prometteur? Je pense que c'est prometteur. S'il n'était pas prometteur, nous n'allons pas continuer, malgré les situations douloureuses auxquelles nous faisons face, à vouloir le changement. Non. Et Augustin Ranchéry, en tout cas, est allé également dans le même sens en disant, est-ce que le Togo peut changer un jour? Le Togo va changer, doit changer. Et quand on parle de changer, qu'est-ce que cela insinue? Et changer les pratiques. L'alternance ou bien autre chose? Moi, je pense que dans le changement, il faut plutôt défendre des idéaux. Le changement dont nous parlons, c'est la liberté sous toutes ses formes. C'est le pain pour tous. C'est la prospérité partagée, la solidarité et le retour des valeurs qui jadis faisaient la fierté de ce pays-là. La distribution équitable donc des biens publics. Des biens publics et des valeurs de solidarité, d'union, d'entraide. C'est de tout ça, moi, je parle. Et c'est ce que nous mettons, en tout cas, dans le changement. Actuellement, quand on voit la manière dont le pays est gouverné, c'est que rien de tout ça n'est pris en compte. On ne gouverne que pour soi, et que pour sa famille, pas pour les Togolais. Non, mais pour sa famille, c'est peu dire. On gouverne pour soi et pour sa famille. Non. Si ce n'est pas le cas, ne pensez-vous pas que ça fait longtemps que bien de solutions auraient pu trouver à certains problèmes? Si les gouvernants se foutent royalement de ce que pensent les populations, des problèmes des populations, c'est parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes et leur famille, c'est tout. Aujourd'hui, si vous êtes malade, vous allez au CHU, vous n'avez pas 2000, c'est que vous allez mourir. Mais êtes-vous sûr que l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un premier responsable du parti au pouvoir, va tomber malade et ne va peut-être pas se faire soigner à cause de millions et de milliards? Peut-être que vous et moi, nous ne le savons pas. Et ils ont également des membres de leur famille qui sont dans la précarité, etc. etc. Ou bien qui manquent l'essentiel peut-être. Soit, c'est des punitions. Mais vous êtes devenu prêtre et qu'est-ce que vous avez pu laisser pour ceux qui étaient avec vous? Maintenant, clarifiez-nous un peu. Peut-être il n'a pas, puisqu'il l'a dit, Papa Sibiti, qui n'a pas bien compris. Vous êtes devenu pasteur ou bien prêtre? Expliquez-lui encore. Je suis devenu prêtre. Prêtre vaudou? Prêtre vaudou et de Yahvé. Je précise très bien. À la fois? Prêtre vaudou de Yahvé. Quand je parle de Yahvé, je parle du Dieu suprême. Et quand je parle de vaudou, je parle des entités mineures. Il y a une différence. Il y a bien une différence. Et si j'ai accepté faire ce chemin pendant 3 ans, c'est également pour le bien-être de ce pays-là. Parce que il y a si vous avez accepté rentrer entre guillemets dans un couvent ou bien en petite cachette pour revenir après, c'est pour le bien du Togo? Justement. Parce qu'à un moment donné, mais c'est un choix personnel, monsieur. Vous pouvez le dire, mais demain vous comprendrez. Parce que dans ce pays, ce que j'ai finalement compris, c'est qu'on ne peut plus avec l'intelligence, on ne peut plus, et avec notre force et notre intelligence, vouloir le changement. Mais monsieur Folie, il faut quelque chose de plus grand. Être prêtre vaudou ne devient pas prêtre vaudou qui veut, hein. C'est pas un choix. En principe, ce n'est pas un choix, mais moi, c'est que depuis, de par ma nature, je suis appelé à devenir tel, en réalité. Parce que je ne suis pas qu'un simple humain sur terre. Là, vous voudrez amener les auditeurs dans la métaphysique. Alors, depuis 90, qu'est-ce que le peuple a gagné? Bon, je pense que nous avons gagné beaucoup de libertés qui, au final, sont en train de nous être prises, mais qui, un jour ou l'autre, vont tous être redonnés. Et il faut continuer par se battre, il ne faut pas se décourager, parce que beaucoup de personnes sont découragées, beaucoup de personnes sont fatiguées également. Mais moi, je pense fondamentalement qu'il faut continuer d'espérer. Le changement, c'est pour bientôt. Et l'avenir du Togo dépend-il des dirigeants ou bien du peuple? L'avenir dépend du peuple. L'avenir du pays, du pays? C'est au peuple de faire le choix de sortir du diktat, de la dictature, et d'entrer
dans une forme acceptable de gouvernance. Alors, l'autre chose, si des gens, selon Senghor, si des gens sont fatigués, peut-être ils veulent lutter pour leurs propres intérêts. Pas forcément. Pas forcément. Nous-mêmes, nous avons eu à faire ce procès-là à beaucoup de nos militants qui avaient des opinions contraires aux nôtres et que nous avons taxés peut-être de traîtres, mais qui, au fil du temps, se sont montrés non pas traîtres, mais simplement parce qu'ils n'ont pas compris les positions de départ. C'est tout. Et ils ont une autre approche de comment il faut faire la lutte. Une autre approche de comment il faut faire la lutte. D'accord. Avez-vous fait des sondages avant de dire que l'AES n'est pas très bien ancré dans leur pays, ou bien peut-être c'est rien que quelques militants qui les soutiennent Je n'ai jamais dit que l'AES n'était pas, les chefs d'État de l'AES n'étaient pas aimés de leur population, n'étaient pas aussi ancrés. Mais je dis qu'il faut à un moment donné des élections pour juger en fait de leur popularité et du soutien qu'ils bénéficient exactement. C'est tout ce que je dis. Parce qu'on ne peut pas se passer des élections dans un État. Alors, Folisa TV, nous sommes à la fin de notre entretien. Quelqu'un avait dit aussi, dans un parti, il y a une ligne, aller à une élection et ne pas siéger. Ça peut mécontenter des gens. En tout cas, moi, je garde des décisions prises par certains partis politiques pour eux. Je ne veux pas les commenter. Alors, Folisa TV, demain, il fera beau. Naturellement. Naturellement, le Togo va changer. Et moi, j'ai espoir, je sais qu'en cette année 2025, le Togo va changer. En 2025, oui, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution au plus tard, mai 2025. Je vous dis qu'en 2025, le Togo va changer, Fort va partir en 2025. J'ai l'assurance, la ferme assurance. Et les Togolais peuvent en être sûrs. Mais finalement, si Fort quitte le pouvoir, peut-être il va dire changer ou bien prendre quelqu'un d'autre pour le remplacer au niveau du président du conseil, puisque c'est lui le président de UNI et c'est UNI qui a la majorité à la Monsieur Joachim, je vous dis, ce qui ne s'est jamais produit dans ce pays va se passer. Et bientôt, tous les Togolais du nord au sud jubileront et célébreront le départ de Monsieur Faure Gnassingbé, l'avènement du changement. Soyez rassurés, je vous le dis. Peut-être que vous êtes dans le secret des dieux si le chef de l'État va quand même choisir de céder sa place à quelqu'un d'autre dans le parti. On attend de voir le régime, c'est ce que je veux dire. Merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est nous qui vous remercions. Et très très bonne journée à vous. Merci à vous. Et voilà, mais derrière la belle vitrine, il s'appelle Coco le Parisien et la coordination digitale a été assurée par Amjoyala. Claudia Dino à la réalisation. Moi je suis Joachim Betty. Madame, messieurs, merci pour la confiance sans cesse légendaire que vous faites. Vous renouvelez toujours à votre radio, la 96.3 Victoire.